Non, c'est bon. Merci d'être venus si nombreux pour cette avant-première de Dahomey de Mati Diop. On est ravis que cette salle soit pleine, tout d'abord parce qu'on aime beaucoup ce film et qu'on est très heureux de le soutenir, mais aussi parce que c'est le lancement de la saison de l'AMICAL de l'Institut. Donc vous trouvez le programme à l'accueil du cinéma. C'est la maison de conférences, de cinéma-club et de ciné-conférences de vos cinémas AMICAL 2, avec 3 à 4 événements par semaine qui accueillent des philosophes, des historiens, des sociologues dans des domaines beaux, variés, complexes, qui ouvrent à la réflexion, au débat et à la discussion. Ce soir, nous aurons le plaisir de recevoir Norman Najary, qui est philosophe et qui est assis juste ici, ainsi que la réalisatrice Mati Diop, qui nous rejoindra à l'issue de la projection, puisque c'est une soirée en plusieurs temps. Le premier temps, c'est un entretien mené par la journaliste du Monde Valentine Faure avec Norman Najary. Ensuite, une projection du film, puis l'entretien avec Mati Diop, qui sera là aussi mené par Valentine Faure. Et la soirée se conclura par un temps de parole qui sera le vôtre, pour échanger avec les intervenants autour de ce film. Je remercie particulièrement le distributeur Le Losange qui accompagne ce film partout en France, qui sort le 11 septembre, mais aussi les éditions du Seuil qui ont publié Norman Najary, dont vous pouvez découvrir le livre en librairie. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir Norman Najary. Vous êtes donc philosophe et maître de conférence en études noires francophones à l'Université d'Édimbourg et auteur de 3 ouvrages. Je vais citer La dignité ou la mort, éthique et politique de la race en 2019, Le noirceur, race, classe et pessimisme dans la pensée africaine américaine au XXIe siècle, et du dernier, donc, le manifeste afro-décolonial paru cette année au Seuil. Alors, je vais juste commencer par rappeler quelques chiffres relatifs à la question des restitutions. Donc, on estime que 90% de tout le patrimoine culturel de l'Afrique subsaharienne se trouve dans des collections occidentales. Que 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne sont dans des collections publiques françaises, 70 000 d'entre elles sont au Quai Branly, dont 46 000 sont arrivées durant la période coloniale. C'était le cas de ces 26 œuvres du Bénin, dont le film documente le retour. Il y avait une première demande de restitution qui a été rejetée au nom du principe d'inaliénabilité des collections nationales, dont on a parlé, je pense, qui impose donc d'en passer par des lois. Et vers le 24 décembre 2020, le gouvernement français a donc promulgué une loi qui a permis cette restitution. Est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler l'origine de ces œuvres d'art, puis du contexte dans lequel elles ont pu se retrouver en France et y rester pendant si longtemps? Alors, les œuvres d'art qui sont au centre du film, notamment l'œuvre numéro 26, qui est un petit peu le personnage principal de ce film, sont des œuvres qui relèvent de ce qu'on peut appeler l'art de cour, c'est-à-dire que ce sont des œuvres qui étaient exposées à la cour en l'espèce du roi Béhanzin, grand et influent monarque du Dahomey, œuvre monumentale que vous allez voir tout à l'heure, qui exprimait le lustre et le faste du pouvoir royal. Ces œuvres ont été raptées par l'armée française, si mes souvenirs sont bons, en 1894, c'est-à-dire 92, c'était le début de cette offensive menée par l'armée française. En tout cas, on est dans une période qui est dans l'immédiate succession des accords de Berlin qui ont entériné ce qu'on appelle, ce que les historiens appellent le partage de l'Afrique noire, c'est-à-dire la séparation du continent africain, de l'Afrique subsaharienne,
en colonie possédée par les différentes puissances occidentales. Une grande part pour les Britanniques, pour les Français, pour les Belges, pour les Allemands qui vont être dépossédés de la quasi-totalité de leur colonisation après la Première Guerre mondiale. Bref, tout le monde, toutes les grandes puissances européennes ont eu leur petit morceau. 1885, pardon, c'est comme ça que ça se passait. À ce moment-là, c'est un petit peu un feu vert où les différentes puissances européennes commencent à s'activer en Afrique, à transformer les petits comptoirs qu'ils avaient en place forte pour prendre possession de plus en plus de territoires, et ainsi des lieux des royaumes, des institutions politiques qui auparavant avaient des relations commerciales plus ou moins intéressés avec les puissances occidentales. C'est le cas par exemple du royaume du Dahomey dont nous parlons, puisqu'ils avaient des relations commerciales extrêmement privilégiées avec la France, notamment en lui vendant des esclaves, vont devenir peu à peu des adversaires, puisque la possibilité entérinée par ces accords, par ces accords de Berlin, la possibilité de s'approprier pour soi et de devenir comme maître et possesseur de ces lieux devient une possibilité plus que certaine. Et donc, dans ce qui deviendra bientôt le Nigeria d'un côté, dans comment dire, tout le pourtour de ce qui s'appelait à l'époque, je crois, la côte des esclaves, ça s'active, les Britanniques, les Allemands, les Français, tout le monde veut prendre le maximum, faire le maximum, optimiser les possibilités de leur puissance coloniale. Prendre du territoire, bien sûr, mais aussi, c'est de cela que nous parlons, prendre des objets d'art, des œuvres. Et donc, ces objets d'art qui étaient exposés dans la cour du roi Béhanzin, alors que son armée a été défaite par le général Dodds, si je me souviens son nom, lutte intéressante d'ailleurs, puisque là nous avons une lutte presque cinématographique entre Béhanzin et Dodds, entre deux grandes figures nègres finalement, puisque Dodds lui-même était d'ascendance sénégalaise. Mais il est devenu général de l'armée française. Deux stratèges donc, tous les deux d'ascendance africaine, deux hommes complètement voués à la cause de leur propre État, mais les armées françaises l'ont emporté, mieux équipé, doté de fusils qu'elles savaient mieux utiliser, davantage de munitions. Bref, les armées dahoméennes ont été complètement décimées et le Dahomey a été pris à Béhanzin. Et avec lui, les œuvres d'art ont été raflées, transportées à fond de cale jusqu'à Paris. Et donc elle reste en France pendant plus d'un siècle. Qu'est-ce qui est volé au Bénin en même temps que ces œuvres d'art? Eh bien, c'est d'ailleurs l'objet du rapport qui a été commandité par le président Macron à Félicien Sarr et Bénédicte Savoy, ce même rapport qui a fini par légitimer la restitution qui a commencé avec ces 26 œuvres, qui expliquait avec, je trouve, beaucoup de sagacité finalement dans ce rapport, c'est que, vous l'avez dit, une quantité absolument fabuleuse, phénoménale d'œuvres ont été prises. C'est-à-dire que c'était processus, je crois que c'est l'expression qui est utilisée dans le rapport, de boulimie d'appropriation. Tout a été pris. C'est le cas pour la France, c'est aussi le cas pour la Belgique. Si vous avez visité le musée du Tervuren aux abords de Bruxelles, c'est terrifiant, c'est-à-dire que on prend tout, vous voyez quelque chose, vous la prenez, ne réfléchissez pas, vous prenez tout. Et c'est un peu cette logique qui a présidé à l'appropriation des biens. Et donc, l'effet de retour de cette boulimie appropriatrice, de cette sorte de pléonexie, comme on dit en grec, c'est-à-dire la volonté de s'approprier toujours davantage, c'est que les différentes nations africaines, les
différents territoires africains ont été vidés des traces les plus visibles de leur propre histoire. Si vous êtes vidé de tout cela, surtout dans des sociétés qui sont parfois ou même souvent des sociétés sans écriture, eh bien, vous vous retrouvez dans un état de désorientation intellectuelle et culturelle considérable. C'est ça le pire de ce qui a été pris avec ces statues, avec ces œuvres d'art, avec ces objets. C'est pas tant qu'on a été privé de ces œuvres en tant que telles, puisque ces œuvres, contrairement à ce qu'on croit parfois, étaient censées posséder un cycle de vie limité. Et ce dont on a été privé, c'est de la culture qui était insufflée en elle, qui vivait en elle. Et on a été privé des modèles qui permettaient de les reproduire. Parce que c'est ça qui était important. De pouvoir avoir le savoir-faire pour les refaire, s'en inspirer, les faire vivre parmi nous, afin de pouvoir en refaire. C'est une discussion très intéressante que vous verrez surgir dans le film. Il y a un grand débat, à un moment donné, entre différents étudiants, qui est vraiment peut-être le passage le plus politique du film, là où on débat, où la palabre finalement se joue, où on débat à la corrompue, et un intervenant dit, avec beaucoup d'intelligence, certes, on nous a privés de notre patrimoine matériel, mais il nous reste notre patrimoine immatériel. D'une certaine façon, il a raison, mais le problème, c'est qu'avec le vol, avec le pillage de ce patrimoine matériel, une grande partie du patrimoine immatériel a été dérobée également. Ça crée une mutilation, ça crée un traumatisme, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme? C'est un événement qui coupe la vie en deux entre l'avant et l'après. Et ça, même le patrimoine immatériel, même le savoir collectif, la connaissance culturelle du peuple en a été affectée. Et ça, c'est aussi une chose dont il faut, je pense, prendre conscience. Alors, au moment du rapport dont vous parlez, le rapport Oscar-Massavant 2018, des directeurs de musées européens ont rappelé ce qu'on appelle la vocation universelle des musées. C'est-à-dire l'idée que, comme le musée du Louvre, comme le British Museum, que ce sont des musées qui prétendent pouvoir accueillir des œuvres qui viennent de tout le monde et qui doivent s'adresser à un public du monde entier. Alors, dès 2007, en fait, l'UNESCO disait déjà que la notion d'accès universel aux biens culturels exposés dans certains musées présentant un caractère universel ne saurait primer sur la notion morale et juridique de propriété du bien culturel. Et évidemment, depuis, la contestation de l'universalité des musées s'est évidemment accentuée, pour des raisons qu'on imagine, mais que vous allez nous expliquer. Comment repenser cette question de l'universalité appliquée à l'art? Ma foi, désolé d'arriver avec des gros sabots matérialistes, mais enfin, l'universalité du musée, c'est un bon principe, mais tout le monde ne peut pas se payer le billet d'avion, le billet d'entrée, l'hôtel pour aller visiter le Louvre. C'est bien beau d'avoir l'universalisme au cœur de Paris ou de Londres avec le British Museum, mais enfin, c'est universel pour les riverains, quoi. C'est une universalité, comment dire, à la périphérie quelque peu limitée. Ce qui est universel là-dedans, c'est d'une part l'universalité du crime, c'est-à-dire le fait que chacun des objets qui a été, à quelques exceptions près heureusement, mais quasiment chaque objet qui a été accumulé dans les fonds et dans les travées de ces musées peut être ramené à un crime, à un meurtre, à un massacre, à une tuerie. Bon, ça c'est une forme d'universalité. Vous direz, ça nous renvoie au moins à la beauté de l'histoire humaine. Mais, disons, du point de vue métaphysique lui-même, cette idée du musée universel renvoie à la construction d'une subjectivité bourgeoise aussi. C'est-à-dire cette idée qui est finalement assez étrange, selon laquelle, du fait de la sûreté de son goût, du fait de son érudition, de sa connaissance, de la justesse de son appréciation esthétique, un individu peut traverser comme ça l'ensemble du musée et s'y trouver exposé à des choses absolument différentes, traverser les siècles, les continents, traverser l'univers d'une certaine façon et se trouver bien chez lui,
partout et simplement exercer son jugement de goût à chaque fois et satisfaire ses appétences esthétiques. C'est une drôle de vision de l'être humain quand même que celle-là. Cette idée selon laquelle tout nous parlerait simplement parce qu'on a du bon goût, simplement parce qu'on est ce bourgeois qui est chez lui auprès de tous les chefs-d'œuvre, dans la familiarité de tous les génies. C'est d'autant plus étrange dans le cas des œuvres africaines, puisque ces œuvres africaines sont considérées comme des chefs-d'œuvre, alors que leurs producteurs sont considérés comme des bêtes, comme des animaux et comme des moins que rien. On aime bien les œuvres d'art africaines, mais les nègres qui les ont produits étaient considérés comme des colonisés, et pas si longtemps avant comme des êtres meubles, c'est-à-dire comme des esclaves avant Marc Moncal. Tout cela fait, comment dire, trembler sur ses bases ces notions du musée universel. Et Savoie et Sartre, dans leur rapport, dans leur livre, ont eu la générosité de jouer avec cette idée pour dire que c'est encore plus universel si les œuvres traversent le monde, on va les exposer à tout le monde, et ma foi. Si ça permet de... S'il faut jouer avec ce genre d'illusion occidentale pour que les œuvres traversent l'océan, ma foi, pourquoi pas. Mais voilà, moi je ne suis pas dupe de ce genre de discours, je pense qu'aucun adulte ne devrait être. On a posé la parole au nombre de Félix. On assiste depuis quelques années, même si c'est une revendication beaucoup plus ancienne, mais au moment des réparations, c'est-à-dire des formes possibles de dédommagement pour les crimes d'esclavage et de la traite. Comment est-ce que cette question de la restitution s'articule à celle des réparations? C'est très compliqué. C'est très très compliqué, puisque il faut garder son sang-froid, si j'ose dire. La question des réparations, c'est véritablement une question de transfert de force institutionnelle, de fortes sommes d'argent à l'envers entre l'Occident et l'Afrique, ou possiblement d'autres zones colonisées. Dans cette discipline qu'on appelle la Critical Race Theory, la théorie critique de la race, le juriste Derrick Bell avait fait cette analyse que lorsqu'il existe une avancée sociale aux États-Unis pour les Noirs, c'est qu'il peut exister une coïncidence d'intérêt entre les Noirs et les Blancs. C'est-à-dire que les Blancs cèdent du terrain parce qu'ils voient qu'à moyen ou long terme, leur intérêt sera servi par cette mesure. Il est tout à fait possible que ce soit le cas, et c'est quelque chose que je crois ce film montre très bien, que ce soit le cas dans cette pratique de restitution. Permettez-moi de risquer cette interprétation un petit peu sinistre, ou un petit peu pessimiste. Vous avez dit, j'ai un livre sur le pessimiste, donc je suis pessimiste, donc ça fonctionne. Il est évident, et Mati Diop le montre très bien, que lorsque ces statues voyagent, elles ne voyagent pas seules. Elles voyagent avec leur monde. On voit très bien, vous regardez les scènes, peut-être avec un sourire crispé comme moi quand je l'ai vu, des contremaîtres blancs qui houspillent quelque peu une nuée de serviteurs nègres qui transportent les statues, montent un peu, travaillent un petit peu. La statue a traversé l'océan et est immédiatement accompagnée par un contremaître blanc qui va bien veiller à ce que la statue finisse dans sa cage de verre. Et, comme le disait le philosophe béninois Stanislas Atotevi, qui écrit un beau texte sur le sujet en 1972, le musée africain va servir à climatiser des statues et à transformer le peuple africain en peuple de consommateurs de sa propre culture. Le musée occidental a traversé l'océan et est venu s'imposer au Bénin. Le regard bourgeois est peut-être venu avec lui s'imposer au Bénin. Nous avons la reproduction de la même institution. Vous allez voir des dignitaires extrêmement bien habillés, dans des tenues chatoyantes, splendides, explorer la propre histoire royale de leur pays. Et vous allez aussi voir
souterrainement la lutte des classes se jouer avec ces travailleurs nègres en uniforme tous identiques qui transportent des caisses, qui bougent des malles, qui tiennent des statues. Une scène aussi très émouvante avec un travailleur qui prend une petite pause pour chanter une comptine, une chanson au creux de l'oreille d'une statue. Très belle scène, d'une gratuité exceptionnelle. Mais la plupart du temps, vous allez voir des travailleurs exploités et des unitaires pleins d'eux-mêmes. Nous vivons encore dans ce monde d'exploitation, dans ce monde capitaliste, dans ce monde du pouvoir, d'un pouvoir d'État extrêmement concentré. Et dans cette situation, cette restitution est à la fois une victoire, mais c'est aussi un objet plein d'ambiguïté. Le film ne cache pas ça, puisque c'est l'objet des débats entre les étudiants, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, constituent la colonne vertébrale du film. Et donc, réparation, oui, peut-être, on le dira, ça dépend de ce qu'on fait. Mais ce que vous dites là pose une question encore plus vaste, mais que je vous pose quand même, même si on n'a plus beaucoup de temps, qui serait celle du musée décolonisé, mais décolonisé ici et là-bas aussi. Alors, à quoi ressemblerait-il ? C'est une question que j'aimerais davantage poser à Françoise Vergès, qui est dans la salle et qui j'ai eu la chance de discuter il y a 5 minutes. Mais enfin, pour revenir à Stanislas Adotievitch, dans le texte que j'évoquais tout à l'heure, ce philosophe béninois, il disait « le musée de toute façon c'est terminé, il faut en finir avec ça, il faut remplacer ça par des centres de recyclage historique et de formation de la conscience ». Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire, au moins il a le sens de la formule. Vous vouliez une réponse courte, eh bien je vous laisse celle-là. Centre de recyclage historique de formation de la conscience politique africaine, c'est peut-être ça la solution. Et voilà, essayez de trouver ensemble ce que ça peut bien vouloir signifier, ce que ça peut bien vouloir dire. Merci beaucoup. Je vous laisse en 2 mots présenter ce film vous-même, peut-être avec votre point de vue, votre avis. Je trouvais que c'était un excellent film avec beaucoup de choses dedans. Vous allez voir des statues qui parlent, qui disent des choses très étranges, des statues qui sont un peu mélancoliques, je trouve. Je pense que cette statue nous parle finalement. Je pense que c'est une statue qui aimerait mourir et qui n'y arrive pas. Vous savez, il y avait ce fameux film de Chris Marker et Alain Manet qui dit les statues meurent aussi, mais en réalité, la vraie tragédie, c'est que les statues ne meurent pas, elles n'ont pas le droit de mourir. Et c'est là, on a un peu un zombie, comme ça, dit, mais tuez-moi. Non, tu vas rester dans une cage en verre climatisée pour toujours. Et vous imaginez cette horreur, vous imaginez être un objet qui doit vivre pour toujours. Mais c'est effrayant, c'est abominable d'une certaine façon. Les gens n'imaginent pas à quel point c'est terrible, c'est affreux à amuser du point de vue d'un objet. Ben ça, ce film vous dit. En plus, c'est au plein milieu d'autres objets techniques, donc on a un peu le jeu des objets, il y a des caméras, il y a beaucoup de caméras, il y a beaucoup d'objets techniques, beaucoup de machines qui soulèvent les choses. Donc c'est un film sur les objets, sur le rapport des objets entre eux, un film sur le travail, je vous l'ai dit, avec des prolétaires qui sont houspillés par des contremaîtres arrogants, un film sur le lustre du pouvoir en Afrique, un film sur l'intelligence et la capacité de débat, l'éloquence fabuleuse de la jeunesse et des étudiants africains, et aussi, un film sur la possibilité, peut-être, de la réparation. Merci beaucoup. Bonne question. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer par une question tout à fait simple qui est
l'origine de votre envie de faire un film sur cette question et peut-être plus précisément, parce que je crois qu'il était question d'en faire peut-être une fiction, pourquoi avoir choisi la forme documentaire? Ouais, je ne sais pas si c'est une forme documentaire, mais en tout cas c'est un processus documentaire d'écriture filmique, de manière d'entrer dans les scènes. Et justement, je ne vais pas tout de suite remonter à l'origine parce que ça prendrait plus de temps, mais peut-être vous partager la manière dont le film s'est enclenché en 2021, à peu près à la sortie du long tunnel du confinement, où je m'interrogeais beaucoup sur la dimension politique que j'avais envie de continuer à donner à mon travail. Même si l'ensemble du film que j'ai déjà fait est déjà très politique, là j'avais besoin qu'en fait le processus d'écriture de fiction, qui prend souvent beaucoup de temps, me coupe le moins possible d'une manière de m'inscrire plus concrètement et politiquement dans le réel et de ne pas avoir la sensation de passer à côté d'enjeux plus urgents. Et finalement, ce film a vraiment répondu à cette envie précise de cinéma, de cette capacité à s'emparer d'un événement pour peut-être se réapproprier une histoire, en l'occurrence, qui me semblait légèrement pris en otage politiquement et médiatiquement. Et lorsque j'ai appris dans la presse que l'Anti Tresorario était sur le point d'être rapatrié au Bénin, j'ai été très très attentive à cette annonce parce que je savais que c'était dans l'air, que quelque chose était en train de shifter. Et donc voilà, j'étais attentive quoi. Et moi, ça faisait depuis 2017 que j'avais en effet une fiction à l'esprit, que j'avais une fiction à l'esprit, et cette fiction, c'était de suivre une œuvre en particulier entre le moment de son pillage, de son vol, fin 19e, jusqu'à son rapatriement. Et ce rapatriement, je l'imaginais dans le futur, je l'imaginais dans les années 2070, puisque il y a encore quelques années, je n'aurais jamais imaginé qu'une restitution concrète, physique, matérielle se produise là. Il y a quelques années, je pensais que ça allait évidemment être soumis à une inertie à laquelle on est habitué depuis toujours. Et donc, ce qui était assez formidable avec le fait d'avoir à la fois 2 semaines pour entrer dans un film, pour réunir une équipe, pour très 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 vite choisir un dispositif de mise en scène, un dispositif filmique, trouver le film en fait dans sa forme, ce qui est plus délicat. Donc il y avait ces enjeux-là très, très concrets, à la fois de réalisation et de production. Je suis aussi devenue productrice à ce moment-là, co-productrice du film avec le film du Bal. Et en même temps, même si en effet c'est un événement réel qui se passe dans le présent et qui ne nous attend pas, nous, équipe de cinéma, pour s'adapter à nos besoins, donc c'est un dispositif documentaire, mais j'ai jamais renoncé, et toute l'équipe artistique qui compose le film, à la fiction, puisque c'est ce que moi j'avais déjà, avant même ce documentaire, une vision qui était celle de traverser l'épopée d'une seule œuvre, que je voulais déjà dans cette fiction qu'elle raconte son histoire à la première personne. Et donc, il y avait à la fois quelque chose d'assez extrême dans le dispositif documentaire, puisqu'on a eu 2 semaines donc, pour réunir une équipe, avec la chef opératrice du film qui est là ce soir, Joséphine Grand-Guillard, le monteur du film, Gabriel Gonzalez, est là aussi. Nous avons aussi la productrice associée, les distributeurs. Donc,
lorsqu'on élargira au public pour échanger ensemble, vous pourrez aussi leur poser des questions si un est là. Et donc voilà, donc l'origine, pardon, pour pas trop m'éparpiller, l'origine c'est à la fois ce mot en 2007 qui résonne très très fortement chez moi, pour beaucoup de raisons. Un mot que j'avais quasiment jamais entendu, je pense, jusqu'à 2016. C'est intéressant de vous le révéler parce que je ne vais pas faire semblant ni d'être une experte de ce sujet de la restitution, ni faire semblant que j'avais profondément pris la mesure en fait de l'ampleur plutôt de ce pillage et de tout ce qu'il raconte. Je le savais, j'en avais connaissance, mais il y a quelque chose de mon imaginaire qui, je pense, s'est protégé de cette grande folie, grande violence. Je pense que je fais aussi des films pour mettre pas des filtres entre la violence et moi, mais on va dire pour trouver une focale qui me permet à la fois de process la violence de cette histoire, de l'intégrer, ça prend du temps, je pense, pour gérer cette histoire. Comment est-ce que vous avez réfléchi à votre façon de représenter ces œuvres d'art vous-même? J'ai pas réfléchi de façon. J'ai réfléchi à la fois tous les jours et jamais, dans le sens c'est pas. Je suis rentrée. Le parti pris en tout cas de faire parler, de raconter ce retour en pays natal du point de vue des œuvres, c'est quelque chose auquel je ne peux pas penser, puisque c'est quelque chose d'inhérent à la vision du monde. C'est déjà, avant même de commencer le film, c'est déjà le centre du film et déjà le principe de ces films seront les actrices et les narratrices de leur propre épopée, et que c'est tout l'enjeu du film, c'est de se réapproprier cette histoire de leur point de vue, leur rendre la voix dont elles ont été dépossédées, et puis bien sûr de l'opportunité de ce film, c'était aussi de faire entendre, en l'occurrence puisque c'est au Bénin, ces étudiants béninois que je n'avais jamais entendus sur cette question. Pour moi, c'était urgent de les entendre, de créer un espace où à la fois leurs propos puissent être recueillis dans le film, mais au-delà du film, en fait, des besoins du film et des objectifs du film, d'initier et de générer un débat. Je peux pas dire qu'avant même d'aller au Bénin, je savais qu'un débat de cette ampleur n'aurait pas lieu dans le réel, puisque je ne connaissais pas le Bénin avant d'y tourner. Mais je pense que j'avais quand même l'intuition, vu les difficultés structurelles auxquelles font face la plupart des universités sur le continent africain, qu'ils n'auraient peut-être pas ce luxe en fait de prendre ce temps et de se l'accorder et de se l'autoriser pour des raisons culturelles, pour tout cet héritage aussi de la censure au Bénin. Et d'ailleurs, le jour où nous sommes arrivés à Cotonou, j'ai envoyé mon équipe sur le campus de l'université pour justement voir, enquêter si un débat avait été initié spontanément par eux, et c'était pas le cas. En effet, ce qui m'a pas réellement surprise, il y a eu une émission quotidienne de la radio du campus qui s'appelle la radio Univers. Donc il y a eu une petite émission, ils étaient 5, que mon équipe a filmé, parce que moi à ce moment-là j'étais encore à Paris, et qui était plutôt passionnante dans les échanges, et en même temps qui ressemblait un peu à une émission parmi d'autres émissions du campus. Et voilà, je trouvais que c'était important d'initier quelque chose. Juste pour comprendre bien, c'est vous qui avez rencontré ces étudiants, qui les avez choisis. Comment ça s'est passé?
Oui, j'ai fait un assez long casting. En fait, comme le plan de travail du tournage s'adaptait à l'agenda des œuvres, j'ai eu pas mal d'espace entre le moment où les œuvres sont parquées, si je puis dire, dans une des réserves du palais présidentiel, entre ce moment-là et le moment d'installation, par exemple, de l'exposition permanente. J'avais des longues plages pour travailler l'autre séquence du film. Donc j'ai fait un casting avec la collaboration de Gildas Adamou, qui m'a assisté à la mise en scène, qui est lui aussi cinéaste, qui est un des jeunes cinéastes béninois très autonome, qui avait déjà réalisé et autoproduit des films, qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement engagé dans sa pratique et de formidable, qui m'a assisté à la mise en scène et qui, avec moi, a casté on a rencontré beaucoup d'étudiants sur le campus, de disciplines différentes, histoire de l'art, économie, sociologie, sciences politiques, etc. Et l'idée, c'était déjà de trouver des personnes qui étaient en mesure, déjà qui avaient un regard singulier sur la question, un regard personnel, singulier, je reconnais le visage petit à petit, personnel, singulier sur la question, ce qui est pas toujours facile à trouver finalement, et qui était en mesure, encore une fois, dans un contexte où la liberté d'expression est loin d'être optimale, pouvait se permettre d'assumer une parole libre, filmée, qui allait être propulsée jusqu'à vous, donc qui allait faire le tour du monde. Et donc voilà, il fallait qu'ils puissent. Et je voulais trouver des profils qui ne pensaient pas nécessairement la même chose, parce qu'une fois qu'on a dit qu'on est pour, contre la restitution, on n'a pas dit grand-chose finalement. Enfin, on a dit beaucoup quand même. Mais l'idée c'était d'aller au-delà d'un débat strictement polémique et de saisir l'opportunité de traverser la question de la restitution pour parler de beaucoup d'autres choses en réalité, de l'héritage colonial, de la persistance de ce système de pensée dans l'enseignement africain, surtout d'évoquer la question du rapport à leur histoire, à la façon dont elle leur est transmise ou non, comme j'aime le dire, de mesurer le taux de colonialité de cet environnement. Et puis, je pense qu'à travers toutes ces questions que je pose à ce groupe d'étudiants, c'est une manière aussi, évidemment, avec eux, de moi-même traverser, de m'interroger évidemment sur mon rapport à tout ça aussi. Voilà, donc cette table ronde, elle est composée de personnes choisies et entourées d'un plus large groupe qu'on a quand même dû réunir parce que c'est pas simple d'organiser des. C'est pas simple en fait, ça demande beaucoup d'énergie, d'engagement et de précision d'arriver à créer ce débat. Mais une fois que toutes les le cadre est posé, après cet espace, ce moment, ce débat leur appartient à 100% bien évidemment. Pour le premier débat, il s'est passé en direct, j'ai voulu qu'il se passe en direct de la radio du campus pour générer plus de tension, et on en a fait un deuxième quelques mois plus tard, parce que je trouvais que même si après une première séance de montage, le débat était évidemment passionnant, il manquait quelques angles. On avait très peu abordé, on n'a pas plus abordé ça d'ailleurs la deuxième fois, la question du devenir des musées. Mais c'est une question d'experts, c'est des questions, en tout cas, indépendamment des personnes qui sont vraiment quotidiennement en dialogue avec ces questions, la question de la décolonisation des musées, la question du futur des musées, c'est des questions très pointues. Et que ce soit pour les étudiants et même comme pour moi, c'est des questions nouvelles pour moi aussi finalement, que j'ai appris un peu à appréhender à travers ce système. Voilà. Mais en créant ces deux débats, en les organisant,
votre film, finalement, devient partie prenante de l'histoire de ces œuvres, en réalité. Donc je me pose la question de quelle fonction vous imaginez pour ce film dans ce processus de restitution. Comme je disais, il y a à la fois il y a à mettre en scène ce débat pour le film, mais il y a aussi l'initier pour qu'il ait lieu, indépendamment du film, comme un professeur d'université aurait pu faire, aurait pu décider d'initier pour ses élèves. Voilà, les œuvres à tel jour, ce serait important de faire exister une discussion solide sur le sujet. Donc je pense que c'était un débat nécessaire à initier, film ou pas film. Je ne sais pas si je suis la meilleure personne placée pour le faire, mais en tout cas j'ai choisi de le faire. Et je pense que, bien sûr, que la question de... Le débat n'aurait pas été provoqué, initié, il n'aurait pas eu lieu. Donc est-ce que ce débat restitue une réalité béninoise, puisqu'il n'aurait pas été initié par moi, il n'aurait pas eu lieu. Et j'en suis consciente, mais je pense que l'idée d'engendrer aussi du réel est une démarche qui, pour le coup, dans ce film-là, me semblait important ce n'est peut-être pas représentatif en effet d'un état des lieux, mais je pense que l'idée c'était d'engendrer ce qui n'existe peut-être pas encore, mais ce qui est advenu en le provoquant. Et je pense que l'idée c'était très important aussi pour moi, l'étape du moment où ces étudiants allaient se voir, en train de débattre ensemble, voir la façon dont leurs pensées, mis en résonance, résonnent si puissamment. Voilà, et je pense que c'était l'enjeu fondamental du film, c'est de restituer cette restitution à cette jeunesse, en tout cas à ces quelques étudiants. Et je pense que pour moi, c'était ce qui me semblait juste. On n'a pas parlé du début du film, avec ces plans nocturnes, très beaux. Quel est le film aussi? Qu'est-ce que c'était votre intention derrière ces plans de nuit? C'est madame l'intention. Oui, je vous écoute. C'était ma question. Pourquoi avoir commencé par ces plans nocturnes à Paris? C'est commencé le film dans la nuit, c'était longtemps. Non, mais en fait, c'est arrivé assez tard parce que j'ai pas eu tout de suite. Je suis descendue dans le film aussi par palier et finalement le choix de commencer le film dans les sous-sols, dans la nuit, dans le silence, dans cette espèce de négation, elle est arrivée un peu plus tard dans le montage. Et tout d'un coup, ça m'a semblé évident que c'était là qu'il fallait commencer le film. Rétrospectivement, je me dis que le film aurait pu commencer absolument dans la nuit, dans le noir absolu. C'est peut-être même ce que j'aurais dû faire. Gabriel, c'est peut-être qu'on aurait dû faire en fait. Parce que les plans là, d'exposition, bon. On s'est dit, non, mais je me suis dit, le film est déjà, je crois, très très libre dans sa proposition, je me suis dit, bon, là, si on commence dans la nuit, là, le film va basculer du côté du film d'installation, on va être pris nulle part. Non, oui, je parle de ça, je parle des sous-sols quand je parle de l'espace de négation, commencer le film dans cet espace dans la nuit, quoi, dans la nuit noire de l'âme. C'est des sous-sols dont je parle. Mais bon, je trouvais ça quand même amusant
de préciser la typologie de quartier dans lequel on se trouve, qui est Branly, de faire un petit clin d'œil à la Tour Eiffel et de ce qu'elle représente. Et voilà, c'est une arrivée nocturne vers les sous-sols. Franchement, j'ai pas très envie de commenter non plus les plans. Voilà. Mais c'est vrai, je trouve que c'est quand même pour ceux qui ce qui est formidable avec la subjectivité d'un regard cinématographique ou d'un point de vue, c'est que chacun se raconte une histoire différente. Et c'est vrai que, évidemment, de filmer Paris, évidemment, c'est le quartier du Quai Branly, mais encore une fois, le symbole de la Tour Eiffel, ce qu'elle représente symboliquement, c'est vraiment le symbole de l'universalisme européen. Donc voilà, je me suis aussi amusée avec ces références historiques. Et je dois dire aussi que c'était pas prévu, puisque on a fait un repérage au préalable avec une partie de l'équipe. C'est une partie qui s'est tournée assez vite. J'aurais aimé en réalité avoir beaucoup plus de temps pour poser le début du film, que j'assume, mais que j'aurais peut-être posé différemment s'il avait été fait un peu moins à la toute fin, au moment où il fallait quand même terminer ce film. Mais voilà, au moment de tourner, je savais qu'ils seraient là, puisqu'ils sont là tout le temps. Ces vendeurs réduits à la clandestinité, c'est les Sénégalais d'ailleurs, qui vendaient ces Tours Eiffel, qu'on a décidé de filmer tout de suite. Je me suis dit que c'était potentiellement par là que le film qu'on devait entrer. Et ce premier plan sur les Tours Eiffel et tout le hors-champ qu'il suggère, avec ces travailleurs qui ne peuvent évidemment pas être dans le champ, qui ne peuvent être qu'hors champ, vu leur statut. Qu'on entend peut-être un des seuls regrets que j'ai au son, c'est qu'on n'entend pas davantage ces travailleurs réduits à la clandestinité parler Wolof. Donc je pense peut-être qu'on passe un tout petit peu à côté. Mais j'ose espérer que lorsqu'on voit ce plan, on sait quel type de travailleurs les vendent, on sait à quelle histoire ça renvoie. Et si on ne sait pas, ouais, c'est voilà. Je crois qu'on arrive au bout, mais peut-être j'ai une dernière question avant que Norman et Jarry nous rejoignent pour les questions du public. Non, mais peut-être, est-ce que, vous dites que vous ne voulez pas en parler comme une experte, mais vous avez quand même travaillé très longtemps sur cette question qui est très complexe. Pas assez. Justement, est-ce que votre regard a changé depuis que vous avez commencé à travailler là-dessus? Bien sûr. Autant que le vôtre, j'espère, s'est déplacé entre le début et la fin du film. Voilà. Merci beaucoup. On accueille Norman et Jarry. On va prendre des questions. Ça va? Oui, ça va. Ouais. Et donc je répète au cas où qu'il y a aussi Joséphine qui a fait l'image du film avec moi, qui est là, Gabriel, le monteur du film, Gustave, des films du Losange aussi, parce que c'est une vraie expérience de distribution et de sortie aussi, ce film, un vrai défi. Il n'y a pas que Gustave des films du Losange, ils sont plusieurs. Avec mon fils qui fait tout un travail très très spécifique en visant des communautés spécifiques, en créant des programmes très spéciaux autour du film. C'est un film qui est très travaillé dans sa curation, puisque l'un des enjeux du film, c'est de générer des débats, des discussions. Et d'ailleurs, le film est sorti au Bénin et au Sénégal avant de sortir en France, en mai dernier. Ce qui était un choix, bien sûr, très un choix.
c'est pour le peuple. Ok. Bonsoir. Je suis là. Merci beaucoup pour ce travail et pour nous avoir apporté votre point de vue. Et par les explications que je vous ai entendues dire ce soir et auparavant, j'ai quand même quelques questions clés. Et je sais qu'après, on ne peut pas faire un gros débat, donc après, peut-être que je me permettrai de mettre des questions à côté, peut-être essayer de vous contacter pour avoir plus d'échanges là-dessus. Premièrement, vous avez choisi comme titre, le nom du titre du film, Dahomey. Sachant que vous vouliez que l'histoire se passe, enfin, si j'ai bien compris, du point de vue du roi, de la statue du roi Béanzin. Alors c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a manqué? Parce que pourquoi on n'a pas travaillé sur l'étymologie du mot Dahomey lui-même et son lien avec l'idée du roi Béanzin. Ensuite, vous avez parlé aussi du côté du travailler dans la nuit, du côté sombre de l'histoire, des œuvres, justement, et de l'histoire avec la France, notamment. Là, je prends surtout cet angle-là. Je sais qu'on n'a pas le temps dans un film, mais pourquoi ne pas avoir aussi, parce que vous avez pensé à la Tour Eiffel, pourquoi pas justement à l'histoire par rapport au lieu du musée du Quai Branly, qui a été un gros débat, et ensuite à la scénographie de ces pièces, notamment des pièces qui viennent des œuvres du royaume du Dahomey, qui a été expliqué par Jean Nouvel, qui est aussi sur le côté sombre de l'histoire. Et donc voilà, c'était ces questions-là par rapport à ces points de vue que vous avez mis vous-même là ce soir. La toute première question, c'était par rapport au titre. Alors c'est toujours particulier de devoir répondre à ce type de questions. Pourquoi est-ce que j'ai pas décidé de faire un autre film? Non, c'est vrai, c'est parce que c'est celui-là que j'ai choisi de faire et je crois qu'il y a une profonde incompatibilité entre l'idée d'une approche didactique de l'histoire, c'est-à-dire qui transmet des informations historiques, qui recontextualise, ne serait-ce que le symbole de la Tour Eiffel, la place du Quai Branly, cet endroit, l'endroit où le Quai Branly a été construit, que ce soit l'étymologie de Dahomey. Je pense que ce sont des données historiques tout à fait passionnantes et très importantes à connaître si on souhaite atteindre si on souhaite en fait obtenir des informations éclairante sur une situation historique, passée et les traces qu'elles ont aujourd'hui, mais c'est pas du tout la démarche de mon film. Alors il y a absolument une enquête sensible sur les traces de ce passé colonial aujourd'hui, sur leur prégnance, je pense que ce spectre colonial traverse littéralement le débat. Et je pense que ce que je propose, c'est une expérience, je pense, beaucoup plus profonde et sensible de la question. Donc c'est absolument pas un documentaire, c'est peut-être aussi pour ça que le terme documentaire crée peut-être une mésattente, un malentendu. Moi, je ne considère pas le film comme un documentaire du tout. Je le considère comme un film de cinéma qui emprunte au processus documentaire d'écriture. Voilà, mais je pense que c'est autant un film fantastique. Et j'aime pas ce mot parce que le cinéma fantastique, ça fait référence à un genre occidental de cinéma. Or, je suis franco-sénégalaise et cette dimension, finalement, cette dimension fantastique a plus à voir avec le vaudou qu'avec le cinéma de genre. Et je ne dis pas que je me réclame du vaudou parce que je ne suis pas béninoise, mais je parle d'une spiritualité africaine.
et que ne serait-ce que ma manière de considérer et le rapport que j'entretiens, le regard que je pose sur ces œuvres est tout sauf enfin, à plus savoir avec une culture africaine occidentale. Et je sais qu'en disant ça, c'est très vaste, culture africaine, mais je le dis comme ça, pour l'instant. Et donc voilà, donc le film, il est pas, voilà, c'est difficile de répondre à pourquoi il n'est pas comme vous auriez préféré qu'il soit. Et c'est important aussi pour moi de revendiquer très radicalement la subjectivité, la dimension poétique inhérente à la question politique et d'autant plus sur une œuvre, sur un film qui tournait sur le continent. Le cinéma africain a vécu un âge d'or et pendant les années 70, mais pendant très longtemps, il est aussi resté très cantonné à un rapport justement assez didactique à sa propre histoire, emprisonné dans ce que l'Occident attendait qu'il représente de lui-même, et dans un type de documentaire comme ça, didactique, très, très limité aux témoignages de souffrance, et je pense que c'est d'autant plus important depuis le continent africain de proposer des œuvres d'une très grande liberté, d'une très grande subjectivité. Et j'ai le sentiment aussi que pour aller chercher un contexte historique, il y a aujourd'hui, au-delà des ouvrages, des livres, beaucoup plus de matière disponible qu'avant. Il y a, en dehors des livres d'histoire qui existaient déjà, il y a énormément aujourd'hui sur Internet de différentes manières d'approcher ces histoires. On peut écouter des conférences de n'importe quel essayiste. Il y a énormément de jeunes qui s'emparent des questions coloniales de façon à la fois beaucoup plus accessible et généreuse. Mais c'est pas ce que le film propose du tout. Il n'y a pas de dimension pédagogique, il n'y a pas de dimension professorale. Et d'ailleurs, surtout après un ouvrage, par exemple, comme celui qu'il ait été commandité par Macron ou pas, il a su prendre son indépendance, le rapport Savoie-Sarr, ou que ce soit aussi l'ouvrage de Françoise Vergès, ici présente avec nous, que je viens de son livre Décoloniser l'Élysée. Ce sont des livres qui existent, qui apportent un éclairage absolument majeur et lumineux sur cette question. Le film ne se situe absolument pas là, c'est un film de cinéma en fait, et je le revendique très fortement. Et je pense que c'est une entrée en relation sensible à l'histoire, c'est absolument pas une mise en contexte historique. En fait, à vrai dire, ça l'est, mais si vous arrivez dans cette salle et que vous attendez à voir il y a aussi un film enfin, c'est pas un film pour moi, c'est un documentaire télévisuel, et en ça, je ne hiérarchise pas. Nora Philippe a fait un film très instructif, par exemple, sur la question de la restitution. Voilà, on apprend des choses, des données, des informations, mais ce n'est pas du cinéma. Et voilà, donc je réponds à votre question, mais je trouve ça un petit peu dommage de me demander pourquoi le film est pas didactique, quoi. Ben, pour moi, je l'entends comme ça. Je l'entends comme ça parce que... Comment? C'était pas ma question, et j'ai compris que je ne suis pas bien fait comprendre, mais c'est pas grave. Bon, ben... Non, du tout. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film très touchant, original et nécessaire. Ma question est plus d'un point de vue pratique lié au tournage. Quel a été votre rapport avec les autorités françaises et béninoises pour vous permettre d'être en immersion dans ce processus? Et voilà, êtes-vous libre de porter le regard que vous souhaitez porter et voilà, d'avoir le propos que vous avez?
Alors, rapport avec les autorités françaises, il n'y en a pas eu. Parce que, non, c'est plus le rapport avec le Quai Branly. Lorsqu'on a fait une demande de tournage, une station de départ, qui s'est assez vite désamorcée, puisque, et ça aussi c'était une opération assez délicate, parce que le parti pris du film, c'est quand même de se réapproprier un moment historique, selon moi, relativement accaparé par le politique, et toute la machine médiatique que ça implique derrière. Et donc à la fois se réapproprier une opération, pas seulement, mais quand même très largement politique, tout en étant assez dépendant du Bénin, en l'occurrence, puisque sans l'autorisation du Bénin, pas de tournage, pas de film. Donc voilà, on les a approchés. Heureusement pour moi, pour nous, le conseiller du ministre de la Culture connaissait très bien le travail de cinéaste, ce qui est assez rare pour un ministre de la Culture en général. Bon, là, il connaissait mon travail, donc ça a facilité les choses quand même. Et ce qui veut dire que c'est quelqu'un au sein du ministre qui regarde le film, qui n'est pas donné à tous les ministères de la Culture. Et qui mesurait heureusement un petit peu l'importance de documenter cette restitution et tout en négociant, non, c'était justement pas négociable du tout, mais tout en nous assurant que le film resterait strictement indépendant du gouvernement, qu'il n'y aurait évidemment pas d'aller-retour de visionnage, que j'aurais le final cut, que nous aurions le final cut, ça c'était une évidence, je pense qu'ils l'ont très bien compris, tout en sachant très bien ce que ça leur apporterait d'avoir participé à un film. Et de toute façon, voilà, on avait 2 semaines, sans l'accord du gouvernement, il n'y avait pas de film, et dans la mesure où l'indépendance du film a été respectée, ce qui n'aurait pas été le cas, je pense, si j'avais pas été franco-sénégalaise, peut-être que... Et ça, parmi les retours que j'ai eus de la part de Béninois au Bénin, plusieurs personnes m'ont dit si un Béninois avait demandé à voir ce film, il aurait été complètement voilà, oui, sans doute. Donc voilà, le rapport avec le gouvernement béninois, voilà, enfin en tout cas, moi mes limites elles étaient très claires, j'ai été très transparente avec ces limites et elles ont été respectées jusqu'au bout. Voilà. Et ils savaient qu'en participant à un film fait par moi, ils se confrontaient aussi à la possibilité, bien sûr, d'un regard critique. Et en l'occurrence, je les ai prévenus qu'il y aurait une première partie sur le rapatriement et que je tenais à donner la parole à pas seulement à la jeunesse, parce que à l'origine, je pensais peut-être ouvrir un petit peu plus. Et puis j'ai resserré vraiment sur les étudiants au final. Voilà. Super. Merci beaucoup pour la réponse. Du coup, merci beaucoup pour ce documentaire. Juste ici. Écoutez, j'ai beaucoup aimé le triptyque, donc déplacement des trésors du Quai Branly, tableau numéro 1, tableau numéro 2, échange entre les étudiants de l'UNMAC, et tableau numéro 3, qui pour moi était plutôt une prise de conscience. J'avais plutôt une question d'un point de vue philosophique, donc je m'adresse également à Norman et également à Françoise, au niveau du champ lexical de la liberté, notamment par rapport au tableau numéro 1, qui tenait place plutôt dans le Quai Branly, avec cette vision très prisonnière lorsqu'on se déplace un peu dans les murs plans du Quai Branly, des sous-sols, où on a l'impression vraiment d'être emprisonné et ensuite d'être dans le point de vue de la statue. Moi, la question en fait, c'est ces statues, ces rois, ces objets, est-ce qu'ils sont véritablement libres en quittant une prison occidentale pour ensuite en rejoindre une autre au final? Parce qu'à la fin, on se rend compte qu'ils sont enfermés dans des cages de verre. Et ma question est encore plus grande que ça. Quelle est la signification de la vraie liberté? Est-ce que la liberté ne résiderait-elle pas dans le rapport de l'histoire à travers l'éducation
qu'on va enseigner aux générations futures. Donc est-ce qu'on a véritablement besoin de garder ces œuvres enfermées ou pas? Merci. J'espère, j'ai le sentiment que le film il répondra beaucoup plus éloquemment que moi. Les mots me semblent souvent très limités, surtout quand il s'agit de commenter une expérience que vous venez de vivre chacun à votre façon. Je vais vous répondre de façon peut-être un petit peu plus concrète, à la fois en évoquant le travail d'écriture avec Mackenzie Orsel, écrivain à qui j'ai confié La Voix des Trésors, à laquelle j'ai collaboré. Ça m'évoque aussi, je pense que, je suis un peu, enfin, désolée de commencer par là, c'est un peu trivial, mais je pense que je tenais à ce que pas le témoignage, la voix aussi de ces œuvres, je tenais quand même à faire exister une part d'ironie tout au long voire d'humour. Je me souviens, j'avais dit à Mackenzie Orsel, ce serait vraiment génial si, dans un contexte aussi lourd que cette histoire passée et présente, on arrive quand même à ce que cette voix qui incarne l'âme des trésors, parce que c'est pas exactement, justement, c'est pas l'âme de Guézo. J'ai pas envie de faire parler le roi Guézo, déjà il y a quelque chose de beaucoup trop. Ces œuvres sont un véhicule pour évoquer une communauté d'âmes bien plus vaste que les statues, que les œuvres, qui évoquent, comme vous le savez, ou certains l'ont reconnu dans cette salle, une communauté d'hommes et de femmes déportés pendant la traite. Ça évoque bien sûr les migrants aujourd'hui. Enfin, c'est une communauté multiséculaire et c'est de toutes ces œuvres sont le véhicule de toutes ces âmes. Mais pour moi, c'était important pour rester ancré dans le présent que cet esprit qui traverse le film rencontre différents espaces symboliques, donc les sous-sols, le départ du Quai Branly, l'avion qui bien sûr exacerbe une mémoire, celle de la première déportation, l'étrangeté absolue, voire dystopique du contexte dans lequel elles reviennent au Bénin, où elles ont l'impression de jamais avoir quitté la France, ou d'être dans un contexte encore plus français que français. Voilà, puis la violence nocturne. Mais fondamentalement, ce qui me tenait à cœur, c'est, je ne sais pas si on l'entend, je crois qu'on l'entend, c'est l'idée que malgré la profonde aliénation que ces œuvres ont subie, l'injustice, l'aliénation qu'elles ont subie, que malgré tout le poids historique qu'elles portent en elles, et le corps aliéné qu'elles représentent, je crois qu'on avait quand même le désir que ce qui soit exprimé à la fin soit l'idée qu'elles ont toujours été libres, qu'elles n'ont pas à se libérer, parce qu'elles ont toujours été libres. Et qu'il y a une dimension inviolable de leur être, de leur substance. 26 n'existe pas, cette supercherie diplomatique n'existe pas en moi, en nous, les hommes infinis. Et j'ai toujours été là. Et ça m'évoque aussi, au-delà du coup de maître, par exemple, de Patrice Talon, de réussir. Bon. C'est circonstanciel, bien sûr, mais on oublie trop souvent que évidemment que c'est non seulement circonstanciel, mais que ça pouvait que se passer entre ces deux présidents. Donc
donc c'est un accord, mais au-delà donc, de cette dimension diplomatique, qu'il faut absolument garder en tête, et c'est ce que les étudiants n'omettent absolument pas de préciser, que cette restitution, elle vient de beaucoup plus loin, et c'est brillamment exprimé par l'un des protagonistes du débat, Didier, qui rappelle qu'on ne peut pas attribuer cette restitution à Talon, que c'est le fruit d'un très long combat qui vient du continent, d'une lutte pour récupérer peut-être son âme. Et donc voilà, c'était important, évidemment, et très délicat avec Magali Verstappen, de d'où parle cet esprit, ces trésors, d'éviter évidemment tout libéralisme, et de rester quand même sur une fréquence. Voilà, j'ai toujours été libre. Merci beaucoup pour ce super film. Je suis juste au fond. Attendez, parce que peut-être que normalement, je vais dire un mot, parce que la question était aussi. Oui, je vais aller vite. Oui. C'est évident, selon moi, que cette dimension de surveillance est bien signifiée par le film, caméra, les objets techniques partout, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, couloir sordide, sinistre, de béton. Et cette analogie entre ces œuvres d'art et la traite négrière, s'il s'agit de ça, le film Ardèche, les Galles, c'est une vieille analogie, dès que les œuvres d'art ont été prises et on est à fond de cale, on a fait cette analogie avec les corps des nègres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le renversement, cette analogie n'est que le renversement de la manière dont les choses se sont produites, puisque la première transformation, la première analogie n'a pas été l'analogie selon laquelle ces objets fonctionnent comme des nègres, mais le code noir et les autres législations occidentales qui ont transformé les nègres en objets. Ça, on a traversé à fond de cale. C'est pour ça qu'il y a une telle réversibilité si intéressante, ou si fascinante et si sordide entre les deux. Et d'ailleurs, petit détail intéressant et amusant, les nègres ont été définis comme des objets fongibles. Ça veut dire qu'ils sont échangeables contre des objets de même qualité et de même quantité. En revanche, les œuvres d'art que nous voyons dans le film sont des biens non fongibles, c'est-à-dire qu'ils sont uniques. Ben, si, c'est un objet unique, vous ne pouvez pas l'échanger contre quelque chose d'autre. C'est-à-dire que ces œuvres d'art, dans l'esprit, l'histoire, l'intellect occidental, ces œuvres d'art ont beaucoup plus de valeur que les nègres qui, par ailleurs, les ont sculptés. Voilà. Merci beaucoup. Moi j'avais une question pour Mathilde Diop. Là j'ai énormément aimé le film. Je suis au fond. Ok, merci. Merci. J'ai trouvé très très beau. Moi je vous avais vu aux ateliers de la pensée à Dakar en 2019. J'étais venu notamment avec la délégation du lycée français de Cotonou. Je reviens te voir parce que j'ai monté une vidéo dans laquelle vous intervenez. Ouais. Et en fait, moi j'avais une question, parce que j'ai vu qu'il y avait le nom de Felou Tsar dans les remerciements. Ouais. Et je voulais savoir si ces ateliers de la pensée, donc ces conférences qui étaient quand même très portées sur l'avenir culturel africain, si ça a justement créé un shift, ou en tout cas ça ça a influencé votre création. Voilà. Oui, beaucoup.
pas seulement scolairement parce que j'ai écouté des conférences passionnantes, mais plus, enfin, et déjà, enfin, bien sûr, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi, au-delà de toutes les interventions profondément éclairantes que j'ai pu entendre, et auxquelles j'ai assisté, c'était la première fois que je faisais l'expérience de ce type d'atelier, de réflexion depuis le continent. Et peut-être qu'aujourd'hui ça paraît plus évident, plus commun, mais en tout cas dans mon processus. Par ailleurs, moi je ne viens absolument pas de milieu universitaire. Je suis cinéaste et je ne suis pas du tout construite à travers ce monde-là. Donc c'est toujours très important de se déplacer de sa propre pratique. En l'occurrence, j'ai été invitée par Camille à y participer, à venir parler de mon travail. Dans un contexte en plus où j'étais en tournée avec Atlantique aux États-Unis, donc c'était extrêmement ressourçant en fait pour moi de faire partie de ce moment de réflexion. Et de la même manière que depuis 2008, j'ai entrepris un processus de décentrement important vis-à-vis de là où j'ai grandi, où je suis née, ici, Paris, et que j'ai décidé d'engager mon cinéma au Sénégal à Dakar depuis 2008, à un moment où ces mouvements étaient assez isolés d'un mouvement plus global. C'est venu apporter, je pense, ça a représenté un palier supérieur dans ce besoin de décentrement. Et bien sûr, ma rencontre avec cette expérience et aussi ma rencontre avec la pensée de Felwine, en tout cas en ce qui concerne surtout la thématique de la restitution a été extrêmement inspirante et m'a beaucoup nourrie pour ce film. Donc oui, ça a été vraiment un moment, un tournant. Et c'est fou, mais il y a seulement 5 ans pour moi, penser depuis le continent, de la manière que mes films sont moins des films, évidemment pas des films sur l'Afrique, pas des films sur l'Afrique, mais c'est des films qui parlent du monde depuis Dakar en l'occurrence, pour Atlantique, pour les 3 films que j'ai tournés à Atlantique, et pour ce film qui parle depuis cette université d'Abomey-Calavi, du monde depuis cet endroit-là. C'était très important pour moi d'entendre tous ces penseurs penser le monde depuis Dakar. Ça a été vraiment une étape importante. On va devoir terminer cette soirée par 2 dernières questions. Une question sur mon côté droit, sur votre gauche, et une question sur mon côté droit, qui sera la dernière question après. Merci pour le film. Je sais que vous avez parlé d'un classique et vous n'aimez pas beaucoup ce mot, mais c'est le seul mot que j'ai qualifié un peu atlantique et désormais qu'on en voit. Et je voulais savoir pourquoi le réel ne suffit pas dans vos films, pourquoi il y a ce besoin de mystique, en tout cas de fantastique, pour compléter un peu les images que vous voit. C'est juste savoir la valeur que vous donnez en fait à tous ces éléments qui sont pas forcément de l'ordre du réel. C'est pour ça que je m'interroge sur le terme de fantastique, parce qu'un film comme Atlantique, projeté à Dakar, c'est pas un film fantastique, c'est un film absolument réel. Depuis un point de vue de spectateur africain, Atlantique est un film qui n'emprunte pas à rêve d'un rêve fantastique. Donc, c'est une question de... on parle de cinéma fantastique depuis ici, comme voilà, un genre emprunté
un certain canon occidental, mais c'est pour ça que j'interroge le terme, c'est que c'est un terme complètement effacé, qui n'a plus du tout de sens sur le continent, par exemple. Après, par rapport à Atlantique, je ne me suis pas dit, je choisis le genre fantastique ou la science-fiction pour parler de ce chapitre auquel je souhaitais absolument consacrer un film, de ce chapitre très précis qui a été appelé Barcelone ou la mort au Sénégal, quand des centaines de jeunes se sont émigrés de l'éco sénégalaise vers l'Europe au péril de leur vie. Il y a eu énormément de morts en mer. Et ce moment-là précis à Dakar, cette dimension fantastique à laquelle vous faites référence, c'est pas, elle est inhérente à ce que j'ai pu observer, à ce que j'ai pu entendre dans tous les échanges que j'ai pu avoir avec certains jeunes en particulier qui revenaient de la traversée ou qui s'apprêtaient à l'entreprendre. Je ressentais déjà très fortement l'emprise du spectre colonial sur ces esprits à ce moment-là. Quand je dis sur ces esprits, c'est sur les mentalités. Je sentais qu'au-delà du contexte politique, économique, social qui poussait cette jeunesse à partir, il y avait une emprise psychique extrêmement puissante, une persistance coloniale extrêmement forte, et un rapport maladif à l'Occident. Et pour moi, c'est cette emprise, en fait, c'est cette emprise invisible sur, en l'occurrence, ces jeunes que j'ai rencontrés, à laquelle j'ai eu besoin de donner une forme, puisque c'est une emprise à laquelle je n'ai pas échappé non plus, et à laquelle très peu ont le luxe d'échapper. Et c'est à cette emprise que j'ai eu vraiment besoin de donner une forme pour m'en affranchir. Bonsoir, je suis à gauche de l'écran. Et merci pour ce film que je trouve qui m'a beaucoup marqué aussi par rapport à mes expériences avec l'Afrique. Et le fait que je suis allée 2 fois au Bénin, je suis togolaise, malienne, et je me suis retrouvée au Bénin. Et ça m'a fait écho avec le travail de Norman Algérie, mais aussi le livre qui a été traduit par Maboula Soumaro, À perte de mer de Sadia Hartman. Et en fait, aussi, ça faisait écho avec l'interpellation de la jeune femme, enfin, la femme qui était là avec sa mère et qui est partie malheureusement parce qu'il y a eu ce malentendu entre vous. Et qui est normal en fait, parce que. Mais moi, je me suis reconnue un peu dans ce qu'elle disait par rapport à la question d'une émotion de colère, de perte impossible, justement, dont on parle aussi le livre de Sadia Hartman par exemple. Et c'est vrai que face à, en gros, l'idéologie de l'ignorance active qui est perpétrée par les empires coloniaux, l'esclavation, etc. Il y a vraiment cette colère, et je pense, bien sûr, ce film est singulier, etc. Mais voilà, ça pose beaucoup de questions de pourquoi en fait, et de colère. Enfin, je pensais par exemple, j'ai découvert comment il s'appelle ce réalisateur qui a fait Negro Bigo, mon voisin. En fait, aussi toute. Non, celui qui faisait la voix de Eddie Murphy. Ah, Madondo. Voilà, Madondo, qui en fait on le connaît tous parce que c'est la voix d'Eddie Murphy, donc ça fait partie un peu de notre imaginaire et tout, mais qui est un réalisateur décolonial qui a existé en France, et difficilement, etc. Et du coup, que j'ai découvert récemment grâce au travail de Annabelle. Bref, et du coup, voilà, je pensais à cette interpellation qui parle aussi de la colère devant, en fait,
le vol, quoi. Et que, comme tu disais, en fait, voilà, enfin, l'épistémicide, et en fait, qu'est-ce on peut récupérer tout ça. Enfin, heureusement, les films sont vivants. Et je suis en train de dire que, justement, je trouve que le film illustre bien ça. Il permet aussi d'avoir ce qui a été dit aussi sur de pouvoir construire un imaginaire. Et j'ai l'impression aussi que dans ce film, peut-être c'est différent que dans les autres films, tu essayes de parler à deux types de publics différents. Enfin, en tout cas, cette question, il est différent, je trouve, dans le comment il est positionné, quoi, comme tu dis, par rapport aux autres films, c'est un peu ceux qui vivent. Et là, il y a un rapport entre, il y a un rapport de regard qui est différent, j'ai l'impression, et qui permet aussi peut-être un dialogue entre les afro-descendants et les personnes africaines, c'est ce que je veux dire. Ouais, merci. Merci aussi.